Bon, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a bien dormi et en pleine forme pour la nouvelle matinée. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, du coup, on va commencer avec Vincent Castric. Vincent Castric, pardon. Vincent il est directeur de recherche à l'Université de Lille de l'unité Evo Eco Paléo. Et en fait, Vincent, ça fait à peu près une quinzaine d'années déjà qu'il travaille avec le CNRGV. Il a commencé par les banques BAC d'Arabido, ensuite des banques de population d'Arabido, et après, il a continué avec les génomes. Tout ça autour des histoires d'auto-incompatibilité. Voilà. Là, je vais le laisser travailler sur la mécanistique évolutive et raconter tout ça. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ouais, merci William. Alors, en réfléchissant à ce dont j'allais vous parler, je me suis dit que pour les 20 ans, 20 ans, c'est l'âge de toutes les découvertes, et donc j'allais vous parler de sexe, simplement, euh, bien pour commencer la matinée, et en particulier donc de sexe des plantes, et plus particulièrement des systèmes de reproduction qu'on retrouve donc sur lesquels on a travaillé récemment, chez les brassicacées et chez les oléacées. Excuse-moi, Vincent, Le micro n'est pas... Ici, comme ça? Voilà, ça va être mieux. Voilà. Euh, voilà. Alors, le point de départ de tout ça, c'est que, comme vous le savez tous, la fleur, c'est un organe sexuel, c'est un organe de reproduction, et que on sait que l'ancêtre des plantes à fleurs était hermaphrodite, c'est une plante, c'est une structure qui contient à la fois des organes mâles et des organes femelles. Et ça, ce simple fait, il introduit une possibilité supplémentaire par rapport à nous, organismes dioïques, donc on a des sexes séparés, c'est que les individus peuvent se produire soit par autofécondation, soit par allofécondation. Et malgré cette possibilité, en fait, de très nombreuses espèces ont acquis au cours de l'évolution des mécanismes qui empêchent cette possibilité de faire de l'autofécondation, et que collectivement, on va faire comme sous le nom de système d'auto-incompatibilité qui donc c'est généralement des systèmes de reconnaissance du soi, des systèmes de reconnaissance du non-soi également, dont on pense qu'ils sont maintenus pour éviter l'autofécondation et éviter les effets délétères de la dépression de consanguinité. Et si vous ouvrez n'importe quel livre de génétique des populations, l'auto-incompatibilité, c'est mentionné comme un des cas d'école, enfin le cas d'école, pardon, d'une forme très particulière de sélection naturelle sur laquelle je vais revenir dans un instant, qui est la sélection équilibrante. Balancing selection en anglais. Alors, je vais vous raconter, enfin, je vais vous parler de deux ensembles de travaux qu'on a fait. Donc, en commençant par un système que je qualifierais de relativement classique, sur lequel on a travaillé depuis de nombreuses années, en particulier de 15 ans grâce au CNRGV sur les brassicacées. Et puis, je vais vous parler d'un système sur lequel j'ai collaboré plus récemment, qui casse en fait à peu près tout ce qu'on pensait savoir sur ces systèmes d'incompatibilité, euh, qui montrent des choses complètement différentes. Alors, donc ce système relativement normal chez les brassicacées, en fait, il a été étudié depuis de nombreuses années, à la fois par des physiologistes moléculaires qui ont essayé de comprendre ce phénomène d'auto-incompatibilité chez les brassicacées. Et pour faire une histoire longue, relativement courte ici, ils ont montré que c'était contrôlé par une seule région de génome, on appelle le lotus S, et qui contient essentiellement deux gènes, SRK qui contient pour un récepteur transmembranaire qui met à la surface des pistils, et SCR, une petite protéine déposée à la surface des grains de pollen. Et le système fonctionne de la façon suivante. Pardon. À cette région de génome, dont on va voir qu'elle est très particulière, ségrège un très grand nombre d'haplotypes différents. Je représente 4 ici, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus dans les populations naturelles. Et chacun de ces haplotypes contient une combinaison clé-serrure différente. Et lorsque la clé a été produite par le même haplotype que la serrure, eh bien, le ligand va activer le récepteur, empêcher et empêcher ultimement l'autopollen de germer et d'aboutir à la fécondation. C'est un système qui bloque la fécondation. À l'inverse, lors d'une allopollinisation, eh bien, il n'y a pas d'interaction récepteur-ligand. Il peut y avoir une interaction, mais le récepteur n'est pas activé.
et la germination du pollen peut se passer normalement et aboutir à la fécondation. Alors, ce système, ce type de système d'incompatibilité, ils ont été également étudiés de façon depuis à peu près un siècle et donc quand je disais que c'est un système modèle en génétique des populations, comme cette forme particulière de sélection naturelle qui agit sur ces systèmes. Alors, il y a deux niveaux à comprendre. Le premier niveau, c'est que ces systèmes ils empêchent l'autofécondation. Et on a au laboratoire des façons de passer outre ce système d'incompatibilité, et on voit que la fitness des individus qu'on obtient par autofécondation, quand on force l'autofécondation, c'est de l'ordre d'une réduction de l'ordre de 80%. Donc c'est un système, une force de sélection absolument massive, couple absolument majeur, qui élimine très efficacement les individus qui s'autoféconderaient dans la plupart des situations. Je reviendrai sur le fait que ce n'est pas toujours le cas. Se superpose sur ce premier niveau de sélection naturelle un autre système, un autre niveau qui est connu sous le nom de Rarity Advantage, l'avantage du rare. Si je représente une population ici avec trois types qui s'égrègent dans la population, des bleus, des rouges et des jaunes, il y a un individu qui produit du pollen qui est produit par un haplotype bleu, qui est fréquent dans la population, va fréquemment tomber sur des pistils qui seront incompatibles avec lui, et donc son succès de reproduction va être relativement limité. À l'inverse, un individu qui produit un pollen jaune, qui est parfaitement fertile, hein, il a tout à fait la même capacité de fécondation, simplement il se trouve qu'il est rare dans cette population, et par ce simple fait, il a une capacité à tremper sur ces gènes qui est supérieure, et donc il est avantagé. Donc les allèles rares sont avantagés, les allèles fréquents sont contre-sélectionnés. Alors, une des choses qu'on a voulu faire sur ce canevas très simple, hein, de ce modèle de génétique des populations très simple, c'est tester ces prédictions en explorant les populations naturelles de différentes espèces. Et là, la première difficulté sur laquelle on est tombé, hein, qui a longtemps empêché les travaux sur ces systèmes-là, c'est que donc cette région du Leucocète, c'est je suis ravi de pouvoir dire que maintenant, on va bientôt pouvoir mettre ça au passé. Ça a très longtemps été un cauchemar pour l'analyse génomique, parce que d'une part, alors ce que je représente ici, c'est le fragment de chromosome de 100 kb qui contient les deux gènes SRK et SCR. Et vous voyez que l'identité de séquence le long des chromosomes est tout à fait normale dans les régions flanquantes. Et puis dès qu'on passe dans cette région, ce bloc haplotypique non combinant, on perd absolument totalement toute identité de séquence. Il n'y a absolument aucune identité entre les haplotypes différents, à l'exception de quelques identités de séquence pour les deux gènes, SRK, et encore dans une moindre mesure pour SR. Donc les gènes sont extrêmement divergents les uns des autres, et les séquences intergéniques, elles sont complètement différentes, ce qui empêche toute approche à l'époque des short reads, c'était absolument impossible d'exploiter ces données. Puis par ailleurs, et ça c'est issu des premières banques back qu'on a construites dans les années 2010, je vous laisse imaginer le travail que ça a été individu par individu, de construire des banques pour séquencer cette région de chromosome. Et ce dont on s'est aperçu également, c'est que l'autre région pour laquelle c'est extrêmement compliqué, c'est que c'est une région qui est truffée d'éléments transposables, de séquences répétées, de toutes sortes, ce qui fait qu'en termes d'assemblage, c'était également un cauchemar à l'ère des séquences courtes. Et donc, au cours des années, alors on a pas mal contribué à ça, d'autres également dans d'autres labos à travers le monde, on essayait quand même d'accéder à cette diversité de ces deux gènes, la SRK et la SCR. Et puis, il y avait toute une série de difficultés sur lesquelles je ne vais pas revenir. Ce qui a vraiment été clé pour nos travaux, c'est la capacité donc, à construire des banques back, et vraiment, à nouveau souligner l'apport du synergie à tout ça. Mais la difficulté, c'est qu'on avait pendant longtemps un débit qui était faible, qui empêchait le passage à l'échelle populationnelle, qui est l'échelle qui nous intéressait essentiellement. Alors, je vais également passer rapidement sur le fait qu'on a finalement trouvé des façons d'exploiter les données de short read type Illumina pour obtenir des génotypes au moins du gène SRK de façon exhaustive maintenant, et donc on a résolu une partie de nos difficultés, et que c'est maintenant possible d'étudier la diversité de ces allèles dans les populations naturelles. Et je vais simplement vous montrer le résultat de ces analyses qui montrent
En fait, dans les populations naturelles, alors c'est ici issu d'un échantillonnage très important de l'ordre de 900 individus, on a génotypé les individus du Holocus S, on a obtenu que, donc, chez notre espèce qu'on étudie principalement, ségrège dans ces populations, dans ces différentes populations, de l'ordre de 66 combinaisons clés-serrures différentes, donc 66 types sexuels, si on veut, qui sont présents dans ces populations. Le nombre est encore plus important dans l'espèce proche Capsella grandiflora, qui est âgée de l'ordre de 8 millions d'années. Et ce qu'on voit également, c'est que dans une phylogénie des séquences qu'on trouve chez Arabidopsis et Capsella, on a un mélange total de la variation de séquences. Donc on n'a pas les allèles Arabidopsis d'un côté et les allèles Capsella de l'autre, ce qui indique que ces allèles, que ces combinaisons clés-serrures, en fait, ont émergé il y a extrêmement longtemps, bien avant la divergence des séquences, et qu'ils ont été, des deux espèces, et qu'ils ont été transmis en parallèle dans les différentes espèces sous l'effet de la sélection balancée. Et donc, la question principale que je vais passer un petit peu de temps maintenant, c'est, étant donné cette diversité extraordinaire, comment autant de combinaisons clés-serrures ont pu émerger, ont pu se diversifier au cours de l'évolution. Alors, l'approche qu'on a prise, c'est de commencer par faire des modèles, d'écrire des modèles de génétique des populations, des modèles mathématiques relativement simples, sur lequel on prend explicitement en compte le fait que les différentes combinaisons clés-serrures, en fait, reposent sur deux gènes, un gène qui code pour SRK et SCR. Et pour avoir une nouvelle combinaison, il faut une mutation sur l'un et sur l'autre gène. Et donc, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, passer par une étape intermédiaire. On a une première mutation sur l'un des gènes et une deuxième mutation compensatrice sur l'autre gène pour créer la nouvelle spécificité S4 ici dans la population. Donc, il faut la combinaison de deux mutations. Et ça veut également dire qu'on doit passer par cet état intermédiaire où la clé ne reconnaît plus la cellule et que donc on a un haplotype qui, lui, va pouvoir s'autoféconder. Je vous ai dit tout à l'heure, il va être très fortement contre-sélectionné si la dépression de consanguinité est forte. Alors, je vais passer également là tout le détail pour aller directement au résultat. Ce qu'on a montré, c'est que si la dépression de consanguinité est très faible, à ce moment-là, cet haplotype non fonctionnel va envahir la population, il va remplacer tous les autres et on va perdre le système d'incompatibilité. Si elle est très forte, alors on va l'exclure dès qu'il apparaît, il va subir un tel coup qui va être exclu. Mais il existe une zone dans laquelle le processus que je vous ai montré peut aller à son terme, et donc on peut tolérer ces haplotypes non fonctionnels, autocompatibles, qui ségrègent de façon stable dans la population, à des fréquences variées, et qui, ultimement, peut subir la deuxième mutation compensatrice et avoir ce processus de diversification qui se produit réellement dans les populations. Mais ce qui est apparent, ce qui saute aux yeux dans cette figure, c'est qu'en fait, ce qui se passe, on a aussi une énorme zone en jaune ici, où on a un processus qui est différent de ce processus de diversification, qui est un processus de remplacement dans lequel cet haplotype intermédiaire, il ne va pas s'égréger de façon stable avec son ancêtre, mais il va le remplacer, et que donc, lui, ça, c'est une situation stable, et la deuxième mutation va en fait créer un quatrième allèle, différent des trois premiers, mais on voit qu'on n'a pas une augmentation du nombre d'allèles dans la population. On avait trois allèles, on reste trois allèles, mais on a bien une nouveauté, on a bien l'émergence d'une nouveauté évolutive dans ce système. D'accord ? On a des remplacements d'allèles les uns par les autres, mais pas de diversification. Et donc, on a voulu tester les prédictions de ce modèle, donc si je les résume de façon très schématique ici, on a une spécificité ancestrale, puis un jour, un événement de diversification qui mène à deux allèles différents. Ou bien, ce que nos modèles suggèrent plutôt, c'est qu'on aurait un premier allèle qui se mute en un deuxième allèle, en un troisième allèle, qui se remplace à chaque fois, puis de temps en temps, on peut avoir une diversification, mais à nouveau, ce processus de remplacement rapide va se produire, et que donc, à la fin, on va avoir deux allèles différents, mais selon un processus complètement différent. Alors, pour être complet, exhaustif, je dois mentionner également qu'il y a une troisième possibilité, que ce soit un phénomène en fait progressif, dans lequel, j'ai essayé de le représenter ici avec un triangle comme celui-ci, mais il est vert comme l'autre, et que donc, on peut avoir une divergence progressive des allèles le long des deux lignées évolutives. Et pour tester ça de façon expérimentale, c'est extrêmement difficile, parce que vous voyez que si on ne regarde qu'aujourd'hui, le point d'arrivée est le même dans les trois situations. Donc la seule façon, c'est de remonter le temps et de
pouvoir interroger l'ancêtre et donc de trouver une machine à remonter le temps, ce qui est compliqué. Et c'est ce qu'a fait Maxime Chantreau pendant son postdoc, en utilisant une approche de résurrection ancestrale qui est basée sur une phylogénie d'allèles, où on compare les séquences des différents allèles SRK et SCR, et grâce à ça, on essaye d'inférer, et ce qu'on a fait avec une confiance relativement élevée, la séquence de l'ancêtre telle qu'elle était à l'époque, avant l'événement de diversification. Ça permet d'interroger directement cette séquence. Et là, on a profité de la proximité au modèle arabidopsis-thaliana parce qu'on peut réintroduire ce système et en particulier réintroduire la séquence ancestrale qu'on a fait synthétiser et exprimer dans des plantes qu'on avait au laboratoire et que nous avons caractérisé directement, phénotypiquement, la séquence de l'ancêtre, de la lettre qui rouge. Et quand on a fait ça, donc on s'est aperçu que c'était vraiment très clair, c'est-à-dire que l'allèle 3 correspond en fait tout à fait à l'allèle ancestral ici, donc je ne dis pas le détail du résultat, tandis que l'allèle 28, lui, n'est absolument plus reconnu par le récepteur ancestral. Et que donc, on a bien un allèle qui est maintenu de façon stable et un autre qui est devenu différent, donc, ce qui valide le premier modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, l'un des deux est une nouvelle spécificité, l'autre est l'ancêtre qui continue à s'agréger aujourd'hui dans la population. Donc, ça montre que le processus de diversification, il est lent, il est asymétrique, mais il se produit réellement dans ces populations avec ce système-là. Voilà, donc si je reviens ici, sur ce petit schéma, ce qu'on montre, c'est qu'on peut exclure ces deux possibilités. Ici, je ne reconnu par aucun des deux, ici, je ne reconnu par les deux de façon symétrique. On est bien dans cette situation où l'ancêtre est toujours là et une nouvelle spécificité est apparue. Voilà, donc pour dire qu'on comprend relativement bien le système de diversification, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Alors, très rapidement, en 3 ou 4 diapos simplement, mais je peux vous dire que la capacité à séquencer l'intégralité de la région du locus d'incompatibilité, et pas seulement les deux gènes SRK et SCR, ça a été clé également pour des travaux qu'on a fait sur la compréhension d'un phénomène différent dans ce système-là, qui est le fait que ces 66 allèles dont je parlais, en fait, ils ne sont pas tous équivalents, mais ils établissent une hiérarchie de dominance, les uns avec les autres, avec certains qui sont dominants et d'autres qui sont récessifs par rapport aux autres. Et ça se manifeste de la façon suivante. En fait, l'hétérozygote ici, son pollen est rejeté sur ces individus qui possèdent S2, ici c'est normal, ils partagent un même allèle. Par contre, ici, ils partagent S1 et pourtant le croisement est compatible. Donc l'allèle 2 est dominant sur l'allèle 1 au niveau du pollen ici. Et quand on combine, c'est le travail d'Éléonore Durand, qui est maintenant maître de conférence dans l'équipe, de faire ce type de croisement contrôlé de façon systématique entre un ensemble d'allèles. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait bien cette hiérarchie de dominance avec des allèles dominants tout en haut et des allèles récessifs tout en bas. Il pose la question, comment est contrôlée cette hiérarchie de dominance? Et là aussi, je vais passer très rapidement sur des années de travail. Ce qu'on a pu montrer, c'est que cette dominance, en fait, elle est contrôlée par un ensemble de petits allèles non codants qui sont codés par des précurseurs en épingle à cheveux, qui sont présents en liaison totale avec les gènes SCR et SRK dans la séquence des allèles dominants, morceaux recombinants sans KB, non recombinants dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui ont donc produit ces structures tige-bout qui elles-mêmes sont processées en petits ARN de 21 ou 24 nucléotides, qui ont des séquences cibles dans les allèles récessifs et qui empêchent la transcription des allèles récessifs dans les combinaisons hétérozygotes. Et donc, chez les hétérozygotes, on a la présence du transcrit de l'allèle dominant et pas celle de l'allèle récessif. Voilà, et donc on est en train de voilà, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un couple d'allèles, mais évidemment, on parle ici de 66 allèles, donc je vous laisse imaginer la complexité combinatoriale de comment je positionne un allèle de façon unique dans ce niveau, ce hiérarchie de dominance en fonction des petits ARN qu'il produit et des cibles qu'il possède. C'est la complexité de ça qu'on est en train de rentrer, et pour ça, on a besoin d'être capable de séquencer ces différentes séquences de façon exhaustive à l'échelle de cette grande diversité. Voilà. Je vais m'arrêter une petite seconde. Avant de passer à la suite. Voilà, je vous ai montré
donc comment la sélection naturelle agit, comment on comprend relativement bien ce phénomène de diversification et puis cette hiérarchie de dominance. Et puis donc, sûr de ces certitudes, pendant ces années où je travaillais sur ces systèmes-là, il y avait mon collègue de bureau, de pouvoir, Pierre Somitou-Laprade, qui depuis des années travaillait sur un système sur des espèces complètement différentes, donc de la famille des oléacées, et qui me parlait d'un système dans lequel il n'y avait pas 66 ALM, mais il m'assurait qu'il y en avait deux, et qu'il y avait uniquement. Et donc, à la lumière de ce que je vous ai montré, avec ce processus de diversification qu'on attend, qu'on observe, finalement, d'accord, mais c'est difficile d'être vraiment convaincu. Donc, ce que je vais montrer, c'est donc quand on a ensuite le résultat des travaux qu'il a fait dans un premier temps et puis qu'on a récemment fait ensemble. Alors, le point de départ de cette deuxième de ces travaux, c'est le fait de réaliser que au sein des oléacées, la diversité des systèmes de reproduction est absolument étonnante, comparée à beaucoup de familles. Non, je vous ai dit que le système de reproduction ancestrale des plantes à fleurs, c'est probablement l'hermaphrodisme. Et en fait, chez les oléacées, on a une diversité extraordinaire. Il y a bien des espèces hermaphrodites, alors l'olivier en est une, mais il y a également des espèces avec des sexes séparés, comme vous et moi. Il y en a des mâles et des femelles qui coexistent dans les populations. Et puis, des espèces que les botanistes appellent polygames, on appelle ça des gender fluid, des espèces de gender fluid, c'est-à-dire qu'il y a toute la gradation d'individus plus ou moins mâles, plus ou moins femelles, depuis des mâles 100%, des femelles 100%, et puis toute la gradation entre ça. Et puis, donc un système de reproduction qui est extrêmement rare dans le monde vivant, qui est l'androdioécie, et sur laquelle donc, Pierre travaillait depuis des années chez l'espèce un petit arbuste qui est Filaria angustifolia, dans lequel il y a deux types d'individus, des individus hermaphrodites avec des pièces mâles et des pièces femelles, et puis dans les mêmes populations, des individus qui ont perdu la fonction femelle, qui sont uniquement mâles. Alors, je disais que l'androdioécie, c'est extrêmement rare dans le monde vivant, et ça, c'est prévu par les modèles, parce qu'évidemment, abandonner la reproduction par la voie femelle, c'est étonnant d'un certain point de vue, et que donc, pour que les mâles puissent simplement exister, eh bien, ils doivent compenser ce désavantage d'avoir perdu la fonction femelle en surproduisant du pollen. Et s'ils surproduisent du pollen, pour simplement exister, il faut que cette surproduction de pollen doit être un facteur au minimum 2, pour qu'on ait simplement une petite fréquence d'individus mâles dans les populations. Et pour qu'avoir des fréquences importantes dans les populations, il faut que cet avantage de production de pollen soit énorme pour qu'on commence à avoir des fréquences substantielles dans les populations. Et donc, or, quand on examine les populations de filaires, en fait, les fréquences de mâles qu'on trouve dans les populations correspondent absolument pas à cet attendu, c'est-à-dire qu'on a de l'ordre de 50%, voire plus, d'individus mâles dans les populations naturelles. Or, l'avantage mâle qu'on peut mesurer, il est tout à fait mineur. Il existe, hein, mais les mâles produisent un petit peu plus de pollen que les hermaphrodites, mais c'est vraiment pas une situation très, très spectaculaire. Et donc, ça ne confirme pas l'avantage infini qu'il faudrait pour avoir des fréquences de 50%. Alors, les choses en étaient là, et donc, le paradoxe était posé. Et donc, ce que Pierre a montré, c'est que le maintien des mâles dans les populations naturelles, en fait, il s'explique par le fait qu'il y avait chez cette espèce-là un système d'auto-incompatibilité tout à fait extraordinaire qui ne contient en fait que deux spécificités alléliques, les individus du groupe A et les individus du groupe B, qui sont un système de compatibilité croisée. Quand on appartient au groupe A, on ne peut pas polliniser les individus du groupe A. Quand on appartient au groupe B, on ne peut pas polliniser les individus du groupe B, mais les croisements croisés sont compatibles. On voit pas de germination de grains de pollen ici et là, et ici, beaucoup de grains de pollen qui viennent dans les croisements. Donc, cela en tant que tel était déjà extraordinaire, mais ce qu'il montre en plus, c'est que les mâles
dans cette espèce-là, en fait, sont compatibles, eux, avec l'ensemble des hermaphrodites. Donc, n'expriment pas ce système d'incompatibilité. Ce qui leur confère immédiatement un avantage de 2 fois, c'est-à-dire qu'ils fécondent 2 fois plus d'individus potentiellement dans la population, et c'est ça qui explique, en fait, la société de leur maintien. Ça résolvait ce paradoxe de l'androduétie. Alors, on pourrait se dire, c'est un système tellement bizarre du point de vue dans le monde de l'incompatibilité, c'est peut-être une bizarrerie qui est arrivée chez cette espèce-là et qui n'est absolument pas conservée. Et donc, patiemment, Pierre a étendu ses travaux à différentes espèces, alors chez l'olivier, chez les différents frênes, chez le lilas, chez le troène, et montré que ce système d'incompatibilité à 2 groupes, en fait, il est ancestral à la famille des oléacées. On retrouve 2 groupes de compatibilité dans tous les individus, dans toutes les espèces, c'est de façon sphère. Alors la question, c'était comment est contrôlé ce système. Alors, la première étape, ça a été dans la thèse d'Amélie Carré de faire une carte génétique pour positionner ces 2 traits, donc le sexe, être mâle ou être hermaphrodite, et l'incompatibilité. Chacun s'égrège de façon extrêmement simple avec un déterminisme monolocus, avec donc l'incompatibilité sur le chromosome 18 là-bas. Et donc là, l'avancée récente qu'on a pu faire, ça a été la capacité donc, à assembler, donc là également, c'est une RGV qui a fait ce travail-là, assembler donc, les génomes de 2 individus, chacun des 2 groupes d'incompatibilité, avec une qualité d'assemblage absolument remarquable. Et donc, ça nous a permis de zoomer sur cette région, la région du chromosome 18 qui est associée à l'incompatibilité. Là encore, je vais passer pas mal de méandres de travail pour simplement montrer qu'on a identifié donc, une région, un indèle, donc une région hémizygote de l'ordre de 500 kb qui est spécifique des individus de l'un des 2 groupes, qui est absente des individus de l'autre groupe. Je vais mentionner que ce même résultat est obtenu en parallèle par l'équipe de Théo Pénard, ici dans la salle. Ils viennent publier ensemble 2 papiers comparatifs. Et donc cette ségrégation de ce fragment donc pose la question, quel est le déterminisme? Qu'est-ce qui, dans ce fragment, cause le fait d'appartenir à l'un ou à l'autre groupe? Et pour ça, donc, ce qu'on a fait, c'est de comparer la séquence de cet indèle entre donc, le filaire et puis l'olivier, dont je vous rappelle qu'elle partage le même système à 2 groupes. Au niveau phénotypique, c'est tout à fait le même système. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un seul gène qui est conservé entre cet indèle présent chez le filaire et chez l'olivier, qui est donc un gène, une gibérinoxydase, qui est donc associé de façon spécifique aux individus de l'un des 2 groupes, qui est absent des individus de l'autre groupe. Alors, chez l'olivier, il y a également donc, cette architecture hémizygote qui est présente également dans les différentes variétés d'olivier qu'on peut trouver. Alors, cette présence, l'association entre ce gène et le phénotype d'incompatibilité, elle ne se limite pas à ces 2 espèces, mais en fait, on la retrouve à l'échelle de toutes les oléacées qu'on a testées. Il y a une association stricte entre avoir une copie de ce gène et appartenir à l'un des 2 groupes d'incompatibilité. Alors, je voulais mentionner que ce gène, il est annoté comme une gibérinoxydase, et donc, pour aller plus loin, la question qui se posait, c'était de valider l'effet de cette hormone gibéreline sur les phénotypes d'incompatibilité. Donc, c'est Pierre qui a fait également toute cette manip-là, en supplémentant des boutons en cours de croissance en gibéreline. Et ça confirme qu'on casse bien, on altère bien le phénotype d'incompatibilité d'une façon particulière, je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui valide l'importance des gibérellines dans le déterminisme de l'incompatibilité ici, et on est en train d'essayer de comprendre le détail de ces processus.
Alors, pour conclure, donc, l'incompatibilité chez les OLSC, elle est contrôlée donc, par ce fragment hémizygote qui contient un gène impliqué dans la régulation des niveaux de gibberellin. C'est une architecture hémizygote qui, possiblement, peut expliquer le maintien à long terme de ces deux spécificités alléliques à l'échelle de toutes les espèces sur lesquelles on a regardé. Ça pose des questions intéressantes dans le monde de l'incompatibilité, parce que ce sera la première fois qu'on a un système d'incompatibilité qui est contrôlé par un seul déterminant, alors que généralement, comme je vous montrais, il y a un gène qui code pour la spécificité mâle et un gène qui code pour la spécificité femelle dans les autres systèmes qui ont été décrits. Et puis pour finir, j'ai commencé en disant qu'il y avait une diversité extraordinaire de modalités de reproduction dans ces espèces-là. Et donc, ce qu'on aimerait faire, c'est clarifier le rôle des deux types sexuels dans ce processus. Et en particulier, donc, essayer de s'intéresser maintenant, donc on a montré dans la carte génétique tout à l'heure que le sexe et l'incompatibilité sont été à des régions génomiques complètement différentes. On va maintenant s'intéresser à la région qui détermine le sexe, chez le filaire bien sûr, mais également chez les autres espèces où on a ce polymorphisme. On sait qu'ils sont parfois indépendants, parfois liés au locus lui-même. On va savoir en particulier si ces régions qui déterminent le sexe sont convergentes entre les différentes espèces où on les trouve. Et donc, pour terminer complètement, donc juste redire que pour étudier ces systèmes d'incompatibilité, ces systèmes de détermination du sexe, il y avait vraiment une barrière importante jusqu'à présent, c'est la complexité génomique très, très importante, et que pour ce que je peux en témoigner, nous, ce qui a vraiment été clé, c'est cette interaction qu'on a pu avoir avec toute l'équipe ici au CNRGV, qui nous a permis d'avancer, de dire des choses précises sur ces systèmes-là. Et on passe de détails très spécifiques des mécanismes, des processus biologiques qui sont impliqués, à en fait des processus très très généraux, comme le processus de diversification allelique, de dominance génétique, de déterminisme du sexe. Et ça, on a besoin pour ça de ressources génomiques de très grande qualité. Et ce qui est, je trouve, très enthousiasmant de faire ça maintenant, c'est que jusqu'à présent également, on était contraint à rester autour d'espèces modèles, et que maintenant, ce type de contrainte, elle est en train de sauter vraiment, et qu'on va pouvoir explorer beaucoup plus grande diversité d'espèces, d'autres types de systèmes de reproduction. Voilà, juste laisser avec les remerciements de différents collègues du labo à Lille, Pierre que j'ai pu mentionner, mais également Xavier qui fait ça depuis longtemps, Éléonore, Sylvain, les étudiants et postdocs qui ont également contribué. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Je peux prendre la question, si vous voulez. Merci beaucoup. J'ai une question sur le système d'auto-incompatibilité chez les brassicacées, avec le maintien de ces différentes versions alléliques depuis plusieurs millions d'années. Je trouve ça très surprenant. Sur les loci, est-ce que la régulation de dominance par la microARN est aussi extrêmement conservée entre espèces? Alors, si on regarde au-delà de Capsella arabidopsis, si on va chez d'autres brassicacées, est-ce qu'on retrouve aussi cette même variabilité limitée en fait? Alors, la première partie, le système de régulation de la dominance, il est remarquablement conservé, pour autant qu'on puisse dire. Donc, on l'a caractérisé là chez Capsella également, on a fait les mêmes croisements que j'ai montré là, on a la même hiérarchie de dominance, et on est en train de regarder le détail, et ça semble être les mêmes petits ARN qui contrôlent. C'est-à-dire que la contrainte sélective sur l'établissement de cette hiérarchie a l'air absolument majeure. On ne peut pas déroger à cette hiérarchie. Deuxième partie, alors, chez le brassicacé, il y a il y a quelques espèces, Brassica en fait partie, dans lesquelles cette diversité ancestrale qui est présente chez Arabidopsis, chez Capsella, a été très fortement remodelée, et en particulier chez Brassica, il reste deux classes d'allèles maintenant, de classe 1 et de classe 2, mais qui sont probablement issues de deux des 66 lignées dont j'ai montré là.
et qui sont, donc on ne comprend pas encore. Possiblement, ça peut avoir avec des triplications ancestrales de génomes qui ont pu réduire la diversité, et puis ensuite une rediversification dont j'ai montré que se produit de façon importante. Et les modèles, je ne vais pas montrer cette vidéo, mais montrent que quand on a une très forte réduction du nombre d'allèles, on a une très forte propension à créer de nouveaux allèles. Ce processus de diversification, là, il se produit de façon plus accélérée quand il y a peu d'allèles. Voilà, donc c'est sans doute ça qui s'est produit. Alors, on a le cas donc, chez Brassica. On a le cas chez différentes espèces, du Warsac, comme ça, il y a différentes brassicacées qui sont passées par des niveaux d'étranglement, peuvent être de différentes natures, mais qui ont l'air de se produire de temps en temps. Et ça, c'est l'image ancestrale. Toujours sur cette, merci d'abord. Toujours sur ce système donc clé-serrure qui est gardé qui a été mis en place il y a très longtemps et qui est conservé. On voit quand même que sur l'arbre phylogénétique, il y a des endroits où on a l'impression qu'il y a des doublons quoi, quelque part. Donc une espèce a développé en fait une nouvelle clé-serrure proche, mais qui n'est pas tout à fait la même. Est-ce qu'on a une idée est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de temps ça met à se développer et ouais, pourquoi là quoi. Ouais. On ne sait pas. Alors, donc, la paire d'allèles sur lesquels on a fait la manie de reconstruction ancestrale, en fait, on ne l'a choisi pas complètement au hasard, on a choisi les deux allèles les plus proches, parce que comme ça, dans la phylogénie, on avait la plus grande certitude de la séquence ancestrale, parce que sinon, c'est des divergences telles que qui perdent. En termes c'est pas évident de savoir quels sont. Alors, on a essayé du coup, de comprendre les déterminismes structuraux, de qu'est-ce qui fait que le récepteur ne reconnaît plus le ligand. Là, on démarre un projet des biologies structuraux pour regarder ça de façon précise maintenant. Quelles sont la conformation de du gène SCR et du gène SRK qui fait qu'à un moment, ça ne matche plus et que le ligand n'active plus le récepteur. Mais c'est une question ouverte. C'est peut-être un processus relativement continu, mais il y a quand même un moment où on passe de l'autre côté, quoi. Et donc ça, pour l'instant, on ne sait pas. Merci. Merci pour ce très joli talk. C'est très intéressant et à la fois très complexe. Donc, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais j'avais une question par rapport à ces haplotypes. Et tu disais que quand il y a une nouvelle mutation qui apparaît sur l'haplotype, en fait, donc l'haplotype devient autocompatible. Ma question, c'est est-ce qu'il est du coup complètement contre-sélectionné ou est-ce qu'il peut rester en partie viable dans la population? Voilà. Alors, la réponse n'est pas complètement triviale parce que ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de deux choses essentiellement. Le premier, comme j'ai montré, c'est la dépression de consanguinité. C'est-à-dire que si s'autoféconder, c'est extrêmement mauvais, alors ces individus vont être très fortement contre-sélectionnés. Mais la dépression de consanguinité, ça varie. C'est un processus dynamique, et donc il y a des situations, il y a des moments dans l'histoire d'une espèce ou d'une population où c'est plus faible, et que donc on peut peut-être tolérer L'autre chose, c'est que c'est un équilibre en fait entre les aspects délétères de la dépression de consanguinité, mais également le fait que ces individus autoféconds, ils peuvent également féconder tous les autres individus de la population, et donc ils deviennent universellement compatibles. Donc, ils ont un avantage également de ce point de vue, et que donc c'est l'équilibre entre ces deux forces qui à terme va déterminer s'ils peuvent ségréger, s'ils peuvent envahir, s'ils peuvent être maintenus. Et donc, je ne peux pas te faire une réponse univoque. Possiblement, ça va varier d'une population à l'autre. Voilà, Guillaume est en train de regarder des choses un peu similaires sur le jasmin, où il y a des individus possibles. Dans certaines espèces, on va peut-être avoir des individus autoféconds qui peuvent coexister avec des individus plutôt incompatibles. Non. Mais ça, c'est une chose qu'on n'a pas clarifiée encore. S'il n'y a pas d'autres questions, non. Bon, parce que là, on va passer à la suite.